Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti, bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 13 septembre 2024. Au sommaire de cette semaine, je vous propose 4 rencontres avec des gens qui sont au cœur de l'intelligence artificielle ici et en France. Et je dis au cœur de l'intelligence artificielle, mais aussi de son développement. Cette semaine, c'était l'événement All In au Palais des Congrès de Montréal, organisé par les gens de Scale AI. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer ces 4 personnes. En fait, j'en ai rencontré pas mal plus que ça, mais ça, je vous en parlerai dans les semaines à venir. Mes invités, ce sont des gens qui se font rares, qu'on n'entend pas souvent en entrevue, et c'est pourquoi je suis très heureux qu'ils aient accepté mon invitation. Dans les prochaines minutes, vous entendrez d'abord Valérie Pisano, la grande dame de Mila, Joël Pinault, la vice-présidente de AI Research de Meta, Hugo Laroche, le chercheur principal et patron de Google DeepMind Montréal, et puis Guillaume Havrin, il est le coordonnateur national pour l'intelligence artificielle au gouvernement français. Aussi de l'émission, mes collaborateurs, il y a Thierry Weber qui est là, il va s'intéresser à l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi. Stéphane Ricoul s'intéresse, lui, à l'ADN comme outil de stockage. Et puis Jean-François Poulin, avec son invité, va parler du Hackfest, mais sous l'angle UX. Et puis évidemment, avant tout ça, on va se rendre à Paris, parler d'actualité avec Jérôme Colombin. Alors voilà, somme toute, le programme de cette édition de Mon Carnet pour la semaine. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Anne-Lise Pictoran, Laetitia Constantin, Didier Raoué, Laurent Poirier et Thomas Ducroquet. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Très heureux d'être avec vous. Et à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, de ce pas, on va rejoindre Jérôme Colombin à Paris. Alors, on va le rejoindre à Paris. Il est là, devant son micro, casque à la tête. Bonjour, Jérôme Colombin. Salut, Bruno Guglielminetti. Ravi de m'accueillir, ravi de t'accueillir dans non, mais mon moi, numérique. c'est moi qui t'accueillis. C'est toi qui m'accueillis dans mon carnet. Bon, dis-moi, Bruno, il paraît qu'on parle d'intelligence artificielle chez toi à Montréal cette semaine. Je savais que tu étais vraiment bien informé. Oui, c'est la 2e édition de All In, malgré un titre qui peut porter à confusion parce que c'est anglophone. Ça se tient bien à Montréal. C'est les gens de Scale AI qui sont derrière ça. Ils sont un peu les financiers de l'écosystème de l'IA. C'est à eux que les gouvernements remettent l'argent pour s'assurer de gérer les dossiers. Donc, 2e année où on crée un événement. C'est très B2B. Hein. Il y a pas de place pour le public, pour les pros. Curieux. Non, exactement. Et donc, même l'installation, c'est drôle parce que il y a beaucoup de gens qui étaient à Vivatech et puis on se dit, ça n'a rien à voir avec Vivatech. Oui. Mais ça a vraiment rien à voir avec Vivatech. Vivatech, c'est beaucoup plus bling-bling, tandis que ça, c'était très sérieux. Ben non, s'il faut te dire plaît, quand même. Ben ouais, c'est bling-bling. Là, ce qui est intéressant, c'est donc de voir des gens de l'écosystème venir à Montréal et c'est devenu tellement, en 2 ans quand même, c'est devenu vraiment un incontournable. Il y a des délégations d'un peu partout sur la planète que j'ai croisées, de l'Asie, évidemment de nos collègues américains, des gens de l'Europe, notamment parce que la France est à l'honneur cette année pour voir le kiosque de L'Oréal, Thales et d'autres joueurs là qui sont là. D'ailleurs, des joueurs qui sont déjà présents un peu au Québec. Et donc, tous ces gens-là, sont là. Ce que tu appelles des joueurs, c'est ce que nous, en français, on appelle des acteurs, quoi. Hein? Oui, exactement. ou si tu veux, poétiquement, des artisans. Hein? Oui, des artisans de l'IA. C'est beau, ça. Ouais. Mais alors, de quoi ça parle? De quoi parle-t-on dans ce salon? On prend des nouvelles de ceux qui font de la recherche. Bon, évidemment, comme on est à Montréal, c'est Yoshua Bengio qui a donné le coup d'envoi avec une de ses présentations. Il n'a pas fait de clin d'œil, d'ailleurs, à notre entretien à 3, mais bon, ça, tiens, c'est bizarre. Mais j'en ai entendu parler. On sait que ça l'a beaucoup marqué. Oui, je le sais que ça l'a beaucoup marqué. Il arrête pas d'en parler hors micro. C'est l'occasion de prendre des nouvelles, de voir qui est rendu où dans son travail. Et puis, comme c'est très québécois aussi, à quelque part, c'est aussi un endroit, tu sais, quand on parle de l'IA, et puis
particulièrement aux États-Unis. Là, tout le monde est enthousiaste. Allez, on investit, on dépense, on va de l'avant. Chez vous, c'est on arrête pour d'abord encadrer, réglementer. Ben, chez nous, c'est comme on est entre les deux. Et ça se vit vraiment dans les discussions. C'est vraiment fascinant. Donc, c'est ça. Puis moi, ça a été l'occasion, évidemment, en tant qu'être ici, de rencontrer des gens. Bref, mon carnet, là, tout de suite après, il va en avoir plein sur cet événement-là, des rencontres que j'ai faites. Bah écoute, super. C'est une bonne raison pour aller écouter mon carnet, juste après avoir écouté Monde Numérique, évidemment. Mais c'est vrai que ce sujet de la réglementation, il commence vraiment à être de plus en plus sur le tapis parce que ça râle, ça rue dans les brancards à tous les niveaux. Là, il y a des gens qui réagissent chez vous, là. Ouais, bah bien sûr. Il y a même au niveau européen, par exemple, il y a Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui a fait une sortie il y a quelques jours pour dire que, alors déjà, d'une part, pour s'inquiéter de la situation économique de l'Europe, parce qu'on n'est pas au mieux de notre forme, ça c'est certain. De la France en particulier, on fallait y parler surtout de l'Europe, et puis de ce penchant pour la réglementation à tout prix. C'est vrai que on a voulu trop bien faire, sans doute. On a trop bien fait, et on va se retrouver avec des réglementations pas possibles. L'AI Act qui risque de brider un peu l'innovation. Alors après, je pense qu'il faut raison garder, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. T'as le cadre européen, et puis après chaque pays, implémente un peu à sa manière. Et on va pas forcément à contresens quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui en Californie, où même les Américains se mettent à vouloir réglementer. Alors tu vas me dire oui, mais la loi SB 1740, la 1640, je sais plus comment elle s'appelle, ils l'ont tellement amendée qu'elle ressemble plus à ce qu'elle était au départ. Ah. Mais bon, c'est vrai que c'est super difficile de bien positionner le curseur pour tout de suite poser un cadre, ne pas se faire dépasser comme on a pu se faire dépasser avant. Avec d'autres choses comme les réseaux sociaux ou autres, et en même temps ne pas brider l'innovation, ne pas freiner l'innovation des startups, etc. Mais bon, on en a déjà longuement parlé, toi et moi, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Mais en tout cas, merci pour tous vos efforts. À propos de Meta, dis donc. T'as vu, moi, je suis tombé là-dessus par hasard cette semaine. Mark Zuckerberg qui s'est fait une grosse fête avec 6000 de ses fans pour enregistrer un podcast. Je pense que c'est à San Francisco. San Francisco, ouais. Il est vraiment on va utiliser un mot de Shakespeare, dans le rebranding, lui. Mais c'est dingue. Mais je trouve ça génial. Bon, déjà, t'as vu, c'est un podcast, ce qui prouve quand même l'importance du média podcast. Ouais. On sait que les États-Unis sont en avance. Non, ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous, podcasteurs. C'est intéressant parce que les gens de la tech aiment bien aller dans les podcasts. Mark Zuckerberg, Elon Musk, qui est régulièrement chez Lex Taylor, etc. Et là, effectivement, c'était un podcast en public. C'est assez particulier. De là, les 6000 amis, là. Voilà, les 6000 amis qui ont tous payé $50 pour aller écouter Mark Zuckerberg. Imagine. Mais t'as raison, c'est un rebrand, c'est-à-dire qu'il a refait complètement son image. Mark Zuckerberg, pour résumer rapidement, il y a quand même eu un drame en 2018, c'est l'affaire Cambridge Analytica, où il était devenu le bad guy de la Silicon Valley. C'était le très méchant Meta qui s'appelait Facebook et qui exploitait nos données, et Zuckerberg complètement tétanisé lors de ses auditions devant le Congrès américain, etc. Et c'était vraiment le sale type, quoi. Tout le monde détestait Mark Zuckerberg. Et tu le regardes maintenant, et c'est comme, je crois que c'est les Américains qui disent, il est passé du statut du gars qui te pique tes données à celui qui va te piquer ta femme. C'est-à-dire qu'il s'est relooké. Maintenant, il est mignon comme tout, avec ses cheveux frisés, un peu cool. Son collier en or. Ouais. Il met des colliers en or comme les rappeurs. Il s'habille plus exactement comme avant. Et effectivement, c'est un changement complet d'image de marque. Mais la preuve que c'est vraiment une stratégie de changement d'image de marque, c'est que si tu vas sur la page qui présente, sur le site de Meta, la page qui présente la haute direction de Meta, c'est une nouvelle photo de lui, avec ses cheveux frisés. T'as l'impression qu'il vient de sortir de sa session de surf. C'est fou. Puis là, écoute, mais c'est ça. On est vraiment... C'est un bel exemple, parce que souvent, on parle de changement puis de travail sur une image d'une personnalité. Mais lui, là, dans quelques mois, il a opéré une transition.
Ah, mais je pense que ça va s'étudier dans les écoles de communication. Ah, tout à fait. J'en profite pour signaler, tiens, c'est mon camarade Carlos Diaz du podcast Silicon Carnet. Je vais lui faire un peu de pub parce qu'en plus, je sais qu'il y a plein de ses auditeurs qui sont maintenant des auditeurs de Monde Numérique. Donc, je les salue. Ils sont plus venus, ils sont venus s'inscrire en masse à la newsletter, à ma newsletter. Et donc, dans une de ces dernières newsletters, justement, Carlos passe en revue avec plein de photos l'évolution de Mark Zuckerberg. Et c'est super rigolo. Abonnez-vous à sa newsletter rien que pour ça, pour lire cet épisode-là. Non, c'est un truc, c'est très, très, très habile. Cela étant dit, Jérôme, de quoi parles-tu cette semaine? Cette semaine, écoute, si je parlais un peu d'intelligence artificielle, non? Ah Qu'est-ce que t'en penses? Mais ça pourrait être sympa. Non, en fait, je parle pas d'intelligence artificielle. Cette semaine, je parle de ce qui nous a fait vibrer tout l'été en France et à Paris. C'est les Jeux Olympiques. Voilà, j'en parle après, si tu veux. Le mec pas du tout décalé. Non, en fait, mais j'aime bien que tu prennes du recul par rapport à la question. C'est bon. Exactement. Et je parle plus précisément de la flamme olympique. Tu sais, ce système que le monde entier... Flamme. Mais exactement, c'était pas une flamme. On le sait maintenant. J'interviewe Axel Morales de EDF et qui est designer chez EDF et qui explique comment ils ont conçu cette vraie fausse flamme olympique. Et puis j'ai un autre invité, c'est un jeune Français de Dijon. Enfin jeune, non, il est pas si jeune que ça, mais par rapport à nous. C'est un entrepreneur de Dijon qui a créé un système qui est un réseau social qui permet de créer des sites web. Donc tu es dans le réseau social, tu crées ton site web et le site sera évidemment comme un site web normal, accessible à tous et y compris via les moteurs de recherche, mais qui en plus est censé bénéficier de la dynamique du réseau social. Voilà, c'est un concept comme nous seuls Français savons les inventer. Écoute, c'est une initiative individuelle qui a le mérite d'exister et que je voulais saluer. Donc, et tu sais que dans 10 ans, on dira on en avait entendu parler chez Jérôme Colombert. Tout à fait, peut-être. Jérôme, je te souhaite une bonne suite de podcasts et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, pareillement, je te rends à tes professionnels de l'IA et je te dis à la semaine prochaine. Salut Bruno. Salut, bye. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au nouveau podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. Valérie Pisano est présidente et chef de la direction de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le centre de recherche de renommée mondiale fondé par le professeur Yoshua Bengio il y a maintenant 31 ans. Pour moi, Valérie Pisano, c'est l'arme secrète de MILA. Vous allez l'entendre dans l'entrevue. C'est grâce à son travail, sa vision qu'aujourd'hui, Yoshua Bengio et toute la grande famille des chercheurs de MILA peuvent rayonner à travers le monde. Voici ma rencontre avec elle cette semaine lors de l'événement All In. Valérie Pisano, bonjour. Bonjour. Je veux commencer avec quelque chose que j'ai entendu. Vous avez participé à un panel, puis j'ai trouvé ça fascinant que vous disiez ça. Vous disiez, on parlait de l'investissement qui se fait dans l'intelligence artificielle, puis vous avez dit quelque chose comme, je vous paraphrase, vous me corrigerez. Pas de problème. Mais genre, faut pas être naïf, là. On a beau avoir des moyens, on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens pour faire de la compétition à d'autres pays. Vous pensez vraiment ça? Oui. Ouais. Donc, je pense que le Québec puis le Canada sont dans une posture vraiment très, très, très enviable. On a bâti quelque chose d'exceptionnel qui fait l'envie de plusieurs autres pays. Puis là, on a un peu des choix stratégiques à faire. Donc, on ne pourra plus tout faire. C'est les années glorieuses, les 10 dernières années où on jouait sur différents fronts, tant au niveau de la recherche que de l'adoption. Je pense qu'il va falloir qu'on soit un petit peu plus stratégique, qu'on choisisse des corridors qui sont plus pertinents pour nous, étant donné nos priorités économiques et sociales. Mais après ça, bien honnêtement, comme vous, je lis les journaux, je regarde la taille des investissements qui sont faits d'abord avant tout par les grandes compagnies technologiques, mais aussi par des gouvernements qui ont une capacité de déployer du capital qui n'est même pas proche d'être comparable à ce que nous, on peut faire, ou même à ce que des pays comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne peuvent faire. Donc, moi, quand je regarde ça, je suis économiste de formation, je me dis, écoute,
le portrait réaliste qui commence à émerger, c'est qu'on va devoir travailler ensemble. Les moyens, là. Ouais. On va devoir faire une petite coalition de moyens, puis se donner les moyens, justement, de faire des choses intéressantes ensemble. Mais les Américains et les Chinois, en ce moment, ont tellement de profondeur, puis tellement d'avance, puis tellement de capacité à capitaliser sur le momentum que je pense que de se dire on est en retard sur eux, on faut les rattraper, c'est pas la bonne vision. Puis pourtant, assis ici, mais connaissant ce qui se passe ailleurs, il y a un savoir-faire ici. Puis vous avez été tellement wise, le mot est bien choisi, là. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 1200, 1300 chercheurs qui sont associés au Mila? Exact. Vous avez réussi à créer un lieu où les gens se sentent bien de venir créer. Qu'est-ce qui fait que c'est si spécial chez vous? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce besoin pour les gens de l'industrie de venir se retrouver? Ils ont l'impression qu'ils ont une place chez vous. Oui, je pense pas qu'on peut parler de Mila sans parler de Yoshua Bengio. Donc, je veux quand même le mentionner, notre fondateur, évidemment, mais aussi le plus grand chercheur en intelligence artificielle au monde, qui est à la fois, tout à son crédit, l'un des grands créateurs de cette technologie, mais aussi une de ses plus grandes critiques en ce moment, ou en tout cas, c'est une des personnes qui est très, très, très engagée dans la conversation sur la sécurité de l'IA. Puis, je pense qu'une partie de la réponse à votre question, c'est Yoshua, ce qu'il représente, sa capacité à naviguer autant dans les possibilités que dans la gouvernance de l'IA, puis sa vision, son talent scientifique, ça fait partie de ce qui nous a permis d'attirer des personnes vraiment exceptionnelles. Mais Mila, c'est beaucoup plus que Yoshua, vous avez raison de le dire. Je pense qu'on a rapidement opté pour une approche où le mot qu'on utilise, nous, à l'interne, on dit que Mila, c'est une communauté. Quand je me suis joint il y a 6-7 ans avec mes tout premiers collègues, on se disait, écoute... Ça, c'est 2018? 2018, exactement, ouais. Vous êtes bon. On se disait, c'est un peu comme si on créait un village. Donc, d'une part, on va se choisir mutuellement. Je n'irai pas vivre dans n'importe quel quartier ou je ne voudrais pas avoir n'importe qui comme voisin. Mais après ça aussi, on va avoir une conversation ensemble sur ce que chacun contribue puis ce que chacun en retire. Donc, il y avait comme une idée dans le mot communauté de réciprocité. Puis évidemment, dans cette réciprocité-là, d'inclusion, puis d'inclure des gens de toutes sortes de différentes philosophies scientifiques, mais aussi appartenance culturelle. Donc, je pense qu'on a bien réussi ça. Puis, tu sais, on a des gens qui voulaient être partenaires avec Mila, puis au bout d'une conversation, on s'est dit, écoute, on n'a comme rien à s'offrir, ça serait pas un mariage heureux, puis on en a plein d'autres où, au fil du temps, on a vraiment bâti des belles choses ensemble. Donc, mais on sent que les gens amènent des choses chez vous. Exactement, exactement, oui. Mais le mot communauté, je pense que vous avez mis le doigt dessus. Mais de l'autre côté, puis ça, je veux vous donner, oui, Yoshua Bengio, c'est sûr, il y a toujours l'association, mais à partir, parce que Mila, là, c'est 93, 94 que ça a été créé à un moment donné. Comme laboratoire à l'Université de Montréal, oui. Ben, c'est justement, il y a cette période-là, mais il y a la période, moi, que j'appelle Pisano. Et ça c'est ma petite théorie, mais je suis content, je vais pouvoir la valider avec vous. Il y a une chose d'avoir un Yoshua Bengio qui a développé un savoir-faire et un écosystème autour de lui, mais il fallait le faire connaître. Il fallait positionner, il fallait créer des événements, des partenariats, il fallait faire des relations internationales. Ça, c'est vous. Oui, c'est moi, puis une équipe exceptionnelle de collègues que j'ai eu vous avez été chercher. Oui, j'ai eu le privilège de recruter beaucoup des gens qui font le Mila d'aujourd'hui. Puis, tu sais, plus grand que moi comme personne, je pense que si vous regardez mon parcours à Montréal, moi, je suis une économiste de formation, HEC Montréal. J'ai été au Cirque du Soleil, j'ai plongé dans l'industrie créative. Dans les belles années du cirque. Dans les très belles années pré-pandémie du cirque où on déployait plein de nouveaux trucs. Donc, je pense qu'on a réussi, c'est une partie de la réponse à votre question d'ingrédients secrets, on a réussi à Mila de vraiment bien marier la culture scientifique avec son intégrité intellectuelle puis sa liberté d'exploration avec une ADN un petit peu plus d'affaires orientée vers l'impact qui met la barre haute sur nos attentes envers nous-mêmes, sur la performance, si on veut utiliser ce mot-là, puis de faire tout ça d'une façon qui est très créative, très agile. C'est sur votre bagage du cirque que vous avez amené chez Mila? Je pense que oui. Puis paradoxalement, c'est intéressant qu'on ait cette conversation. Dans mes tout premiers échanges avec Yoshua, à un moment donné, il m'a dit, tu sais, c'est plus un art qu'une science, l'intelligence artificielle. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de nos grands chercheurs qui sont aussi des musiciens ou des artistes. Donc oui. Puis je pense que c'est aussi le propre de Montréal. Montréal a cet ADN-là qui est quelque part à l'intersection de la créativité, des affaires, de la collaboration internationale, puis de l'intégrité, intellectuelle. Fait qu'on avait comme tous les ingrédients, puis tant mieux si on a réussi à bien mettre ça en commun. Mila, est-ce que ça se pourrait ailleurs qu'à Montréal? Ça serait une autre version. Ouais, mais ce ne serait pas pareil. Ça ne serait pas pareil. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment honorer ça. Bien,
d'abord, il faut honorer toute l'historique, les racines. Là, oui, là, il y a un bel arbre, puis on le regarde, puis on le célèbre, puis on en tire les fruits, mais il y a beaucoup... Non, mais c'est 20 ans de chemin dans le désert. C'est 20 ans oui, puis Yeshua, avant d'être célébré, c'était un peu un hérétique là, dans son domaine. Donc non, je pense que Mila ailleurs, dans un autre environnement, dans un autre contexte, ce serait une autre version de Mila. Comme je pense que Mila, avec une autre composition de gens qui se réveillent tous les matins, engagés à en faire quelque chose de bien pour le collectif québécois puis canadien, ça serait une autre version. Puis toutes les versions sont intéressantes, mais là, oui, aujourd'hui, on a la version que nous, on a eu la chance de créer dans les dernières années. On a l'impression, parce que Yoshua Bengio personnifie un peu Mila, on a l'impression que vous passez, puis là, je vous inclus là-dedans, là, vous passez beaucoup de temps maintenant à aider à l'étranger pour que les gens arrivent à puissent se faire une tête sur l'intelligence artificielle avec les bons côtés, mais aussi les risques. Ce qui est un peu la personnification de Yoshua Bengio, puis aussi de l'approche du MIA, qui est très posée, raisonnée par rapport aux technologies. Comment vous vivez avec le fait de voir que maintenant, vous êtes un joueur international? C'est fantastique, à quelque part. C'est ça que j'ai le goût de vous dire. Et ça a un petit peu toujours été dans l'ADN de Mila. C'est juste que le contexte, la dernière année et demie, avec l'arrivée de l'IA générative, a créé... Ça a bouleversé un peu. Ça a comme vraiment bouleversé. Ouais. Donc, Yoshua, il faut se rappeler qu'en plus d'être le plus grand chercheur en IA, ou disons qu'on se dirait l'un des plus grands chercheurs en IA, c'est le seul qui, en ce moment, n'a pas des intérêts privés, qui ne travaille pas pour l'une des grandes compagnies technologiques ou qui n'a pas son propre projet commercial. Donc, il a à la fois une énorme opportunité et il porte une très grande responsabilité d'être un chercheur qui parle de la science sans que ça soit teinté dans l'esprit des gens qui l'entendent de « oui, mais on sait bien qu'il dit ça, lui, c'est parce qu'il y a tel produit qu'il veut nous vendre. » Donc, là, on peut penser à 2 autres parrains de l'IA. On peut passer à d'autres gens, exactement. Puis, donc, Yoshua, en ce moment, il est le fédérateur de beaucoup de conversations à l'échelle internationale, tant avec des pays individuels que dans des forums comme l'ONU. Par ailleurs, c'est quand même assez impressionnant de voir en 1 an comment la conversation sur les risques de l'IA puis la gouvernance qui est requise a progressé. Des fois, je me dis, si on avait fait ces mêmes bons-là sur la conversation sur les changements climatiques, quand les chercheurs, les Yoshua Bengio des changements climatiques avaient commencé à lever le drapeau rouge, on serait peut-être pas dans la posture qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est très encourageant, puis c'est tout à son crédit. Puis après ça, oui, je pense que Mila a accepté d'être un fédérateur puis un amplificateur de ce message-là. Je pense pas que ça serait possible sans Yoshua puis sans les choix qu'il est en train de faire. Mais encore une fois, ici, on peut revenir à Montréal a toujours été un hub international. On a plein de grandes organisations internationales qui ont des sièges sociaux ici. On est multiculturel, on est multilangue. On a plein d'amis, on n'a pas vraiment d'ennemis. Donc, on est comme un bon joueur pour dire, écoute, on peut tous s'asseoir ensemble. Yoshua Bengio va nous exposer un peu ses préoccupations, puis on va voir comment on peut faire avancer le dialogue. Donc, on se sent très privilégié, puis on prend ça, évidemment, très à cœur. Bon, mais c'est justement, mais avec ce privilège que vous avez d'aider les grands de ce monde, il y a une pression qui vient avec. Mais de votre côté, comment vous gérez ça, toute cette attente, toute cette pression qui est faite sur le groupe que vous êtes? On le saisit. On l'accepte. On pourrait faire un choix différent. Vous avez raison. On pourrait dire non, ça, c'est pas vraiment au centre de ce qu'on veut faire. On va laisser ça sur le côté. Moi, ça se trouve que je pense qu'on est vraiment à un point pivot de l'histoire de l'humanité, puis comme citoyenne du monde, je pense qu'on a vraiment à la fois l'opportunité et la responsabilité, comme vous le dites si bien, ici à Montréal, d'amplifier les messages qui ont pris racine ici pour toutes les raisons qu'on connaît. Dernièrement, je lisais quelque chose qui est comme devenu un peu mon point de référence. Ça disait qu'on est à un moment où il y a plusieurs trajectoires pour l'IA puis pour l'humanité devant nous. On ne sait pas laquelle va se réaliser. C'est vraiment une question des choix qu'on va faire. Puis à l'intérieur de tout ça, il y a des ingrédients clés qui vont être définitifs. Du leadership courageux. Je pense que tous les gens qui sont dans des rôles d'influence puis de décision aujourd'hui ont vraiment une conversation importante à avoir avec eux-mêmes sur l'IA. Des collaborations. Je pense de plus en plus que c'est de pair avec d'autres qu'on va faire avancer les choses qui sont importantes et du vrai gros travail. En anglais, le mot hard work, ça se fera pas tout seul. On peut pas laisser ça au hasard. Il y a des gens... Vous avez parlé de ça ce matin au panel. J'ai parlé de ça ce matin. Puis vous l'avez souligné à gros traits, là. Oui, parce que c'est le côté qui est comme pas glorieux, mais c'est tellement une grande transition qui s'en vient. C'est comme un genre de super cycle de l'innovation qui va toucher littéralement tous les secteurs. La santé, l'éducation, le transport, le climat, puis la gestion énergétique, la sécurité nationale,
on doit avoir des gens qui se lèvent à tous les matins, qui s'assoient avec leur dossier, qui convoquent d'autres gens à des rencontres, qui ont les discussions, qui ont les négociations, qui prennent des décisions, qui mettent des actions en place, qui évaluent l'impact de ces actions-là. Tu sais, du grind, là, comme on dit Mais ça demande un effort musclé, puis je pense que c'est ça. Nous, ça fait partie de notre ADN. C'est ça, ça fait partie de votre ADN. Ouais. Parce qu'il y a 20 ans, c'est ça que vous faisiez dans le désert. Puis aujourd'hui, vous le faites, mais là, avec les gens qui vous regardent. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Ça fait partie de l'ADN de gens qui ont été des points pivots de la création de Mila puis de son émergence. Puis on ne saurait pas faire autrement. Tiens, je vais vous le dire comment. C'est comme ça. On ne saurait pas faire autrement que d'accepter cette responsabilité-là, de travailler très fort, d'inviter les bonnes autres personnes dans la conversation puis de faire preuve de courage. Mila, est-ce qu'aujourd'hui, le financement, c'est une préoccupation ou ça, vous mettez ça de côté et vous pouvez vous concentrer sur vos efforts? Je dirais que c'est une priorité. Donc, Mila est en train de compléter un cycle de financement, tant provincial que fédéral. Donc, oui, on doit, là, dans le contexte renouvelé de l'IA, puis l'engouement qu'on y connaît, repenser le financement de Mila, repenser la taille de l'ambition. En 2018, les annonces qui avaient été faites à l'époque par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, c'était extrêmement ambitieux, c'était très beau, il y avait des vraies articulations stratégiques. Là, on arrive à un moment où le contexte a changé, on a ces actifs-là, puis comme je le disais tantôt, on ne devrait pas laisser ça... on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers, puis on doit faire une nouvelle série de choix. Puis avec ces nouveaux choix-là, doit venir du financement. Une organisation comme Mila va être dépendante encore pour un bon moment d'investissements fédéraux, provinciaux, peut-être de d'autres pays qui vont vouloir venir s'accrocher dans l'écosystème. Oui, il y a une partie du financement qui vient du privé, mais on le voit de plus en plus. Le privé va avoir aussi d'autres priorités puis d'autres façons. Oui, c'est ça. Donc oui, je pense que je ne suis pas inquiète, mais c'est une priorité de réfléchir. C'est quoi le financement qui est requis? Pour quel projet pour Mila? Comment est-ce qu'on prend les acquis qu'on a construits ensemble, puis on en tire profit pour de l'impact économique, de l'impact social, puis un mieux-être collectif? Si vous aviez à convaincre une entreprise de venir s'installer ou s'ajouter à l'écosystème du Mila aujourd'hui, puis je dis une entreprise, mais ça pourrait être un individu qui arrive avec son groupe de chercheurs, vous leur diriez quoi? Je dirais des choses qui sont semblables à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, au sens où je dirais que là, on est à un moment où l'aspect collectif puis communautaire de l'IA va être vraiment très important. J'exposerai à cette personne-là, cette organisation-là, les différents blocs qui composent, d'après moi, le portrait ici, à Mila puis à Montréal. Notre côté préoccupé par la gouvernance, notre focalisation sur les impacts sociaux et climatiques, le côté très multiculturel, très inclusif. Puis dans la mesure où la personne s'y retrouve, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres écosystèmes dans le monde qui offrent ça. Puis ça, on le dit avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de fierté. Vous l'avez dit tantôt, il y a quelque chose qui est très Montréal seulement de ce qu'on a réussi à créer. Puis dans la mesure où il y aurait une belle synergie avec ce qui anime cette personne-là, cette organisation-là, je pense qu'on pourrait faire des grandes choses. Je pense qu'on l'a montré dans le passé. Je pense que le moment devient encore plus important de participer à des projets de groupe comme ça où ensemble, on fait avancer les questions qui nous tiennent à cœur. Valérie Pisano, vous êtes PDG de Mila. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci à vous. Mon prochain invité, c'est une sommité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est la façon la plus simple de le présenter. Il est chercheur principal au laboratoire montréalais de Google DeepMind depuis 2016. Hugo Larochelle, il est reconnu pour son engagement à orienter les avancées de l'IA vers le bien commun, tout en soulignant l'importance de la vigilance face à ces technologies en constante évolution. On peut dire qu'il est de l'école des Bengio et des Hinton, les deux pères de l'IA, comme on la connaît aujourd'hui, avec qui il a travaillé d'ailleurs dans son parcours. Voici mon échange avec Hugo Larochelle. Hugo Larochelle, bonjour. Bonjour. Comment vous décririez la situation, la posture de l'intelligence artificielle aujourd'hui, en 2024? Les développements continuent à, même moi, m'impressionner et à être vraiment excitants. Maintenant, la technologie est de plus en plus accessible, donc le potentiel est vraiment élevé. Puis les responsabilités aussi qui viennent avec sont vraiment élevées. Donc, c'est un moment vraiment crucial. Pour moi, comme informaticien, comme chercheur, comme technologiste, ultimement, on aspire à ça, avoir une technologie qui est utilisée par les gens puis qui peut vraiment changer le monde pour le mieux. Donc c'est vraiment une belle opportunité
qu'on doit prendre au sérieux. Puis c'est ce que j'essaie de faire dans ma recherche, le plus possible, trouver des opportunités, des nouvelles domaines dans lesquels investir. De façon générale, j'aime beaucoup prendre en fait les sujets qui sont peut-être un peu moins à la vogue, puis trouver des opportunités dans lesquelles on pourrait investir plus en recherche. Puis ce qui m'a amené aujourd'hui un peu à parler de, par exemple, nos travaux en bioacoustique, où c'est un domaine de la conservation où on n'a pas tant d'intelligence artificielle encore, mais où je vois un potentiel. Donc, moi, je suis très heureux de me lancer là-dedans pour essayer de créer un peu plus de technologie puis d'intérêt pour ces problèmes-là. Voyez-vous ça comme quelque chose qui est près de l'agritech ou ça vraiment, vous, dans votre tête, ça... C'est plus lié à l'environnement, le développement durable, la conservation d'écosystèmes. Je peux décrire un peu ce que la technologie fait. Parce que j'allais vous poser la question. C'est bon. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des technologies de bioacoustique. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour entraîner des modèles qui, à partir d'un enregistrement sonore, va déterminer quelles sont les espèces animales qu'on entend. Pour l'instant, on a commencé avec les oiseaux, donc plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux qui peuvent être reconnues dans des enregistrements sonores, notamment parce que des enregistrements d'oiseaux, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'amateurs d'ornithologie qui vont mettre à la disposition de la communauté des enregistrements avec l'identification des oiseaux qui sont entendus. Aussi, les oiseaux, c'est une espèce qu'on dit indicatrice, c'est-à-dire que savoir que certains oiseaux dans un écosystème te dit autre chose sur l'écosystème que seulement l'oiseau. Et donc, ça peut être utilisé dans des objectifs de conservation puis d'études de l'état de l'environnement, au-delà juste de la population d'oiseaux. Puis, en fait, nos travaux de recherche, donc on a des modèles qu'on a entraînés qui sont disponibles là, en source ouverte, parce que nous, on n'est pas écologistes, donc nous, on ne va pas faire le travail de faire les études écologiques. Mais donc, on les met à la disposition de tout le monde là, gratuitement. Puis on parle avec différents académiques ou des écologistes pour les aider à utiliser les outils, puis aussi apprendre dans la façon qu'ils l'utilisent, est-ce qu'il y a des améliorations qu'on pourrait faire, et ainsi de suite. Et puis ce qui est aussi fascinant, c'est qu'on a déterminé dans notre recherche plus récente que avoir un modèle qui est bon à détecter des espèces d'oiseaux, c'est un modèle qui peut être adapté quand même assez facilement à d'autres espèces animales. Donc, on a un article dans Nature Scientific Report, voilà, environ 1 an, où on démontrait qu'on pouvait prendre notre modèle qu'on appelle Perch et puis l'adapter à des espèces comme des grenouilles, des espèces marines même. Et donc, ça permet vraiment d'accélérer le développement de modèles que les écologistes peuvent utiliser dans leurs études. Et donc, j'espère qu'on continue à progresser comme ça puis couvrir le plus possible le monde animal là, avec ces technologies-là. Quand la grande famille Google embarque dans une question, il faut que ça ait un impact véritable sur l'ensemble de la planète. Mm-hmm. On ne va pas solutionner un cas dans une région. Là. Comment on arrive? C'est quoi le parcours pour arriver à convaincre les gens de dire « ça, c'est important ». Oui, bien, de façon générale, je dirais qu'il y a un intérêt de la part de Google DeepMind de faire des découvertes scientifiques en ayant confiance que ces découvertes-là vont mener à des applications dans la société. Moi, c'est un collègue là, de Google initialement qui m'avait approché pour travailler là-dessus. Moi, j'avais aussi vu des questions de recherche fondamentale en intelligence artificielle que je pouvais faire dans ce créneau-là, plutôt que le faire dans le créneau peut-être plus commun des données d'images qu'on voit sur Internet. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Donc, pour moi, je me suis dit, tant qu'à faire de la recherche fondamentale, ce qui reste comme ma passion, c'est ce que je suis capable de faire bien, pourquoi pas le faire dans un contexte qui est ancré aussi dans un enjeu de société qui est important. Donc, finalement, on peut faire les deux. Puis, on espère accomplir les deux, finalement, à la fin également. Puis, pour l'instant, ça va bien. On fait des beaux progrès, puis on va espérer que ça va continuer à aller de l'avant. Puis moi aussi, professionnellement, c'est intéressant pour moi de m'ouvrir à une autre communauté, puis de savoir que mon travail est ancré aussi dans cette direction-là. Je trouvais ça motivant. Vous parlez de votre démarche il y a 20 ans, là, quand vous avez commencé à vraiment travailler sérieusement là-dedans, puis que vous pensiez un peu à l'avenir. Est-ce que vous pensiez que vous seriez où vous êtes aujourd'hui? J'avais certainement aucune certitude que j'en serais là. Puis, j'aurais envie de dire non. Là. Parce que le contexte a tellement changé rapidement. Ça a progressé assez rapidement. Surtout que moi, quand j'ai commencé avec Yoshua Bengio, même, donc
on développait de la recherche liée sur les réseaux de neurones artificiels, ou en anglais le deep learning. Puis moi, je me rappelle le premier article qu'on a tenté de publier, moi puis Yoshua, on nous a dit c'est pas vraiment intéressant, il y a des réseaux de neurones, donc ce qui n'était pas super motivant comme étudiant qui commençait son doctorat de recevoir ce genre de critiques-là, mais Yoshua, à ce moment-là, était vraiment convaincant pour dire non, je pense que c'est la voie. Mais à cause de ça, je t'avoue que je faisais pas un excès d'optimisme dans qu'est-ce qui allait arriver pour la suite. Puis ça a été vraiment fascinant de voir, surtout beaucoup des fondations qu'on a contribué, qu'on a développées. Tous ces progrès-là, ils proviennent du travail de centaines de chercheurs. Ouais. Donc, il n'y a pas juste moi, il n'y a pas juste Yoshua, même s'il y a une très grande empreinte sur là où on est aujourd'hui. Mais c'est un travail de communauté scientifique qui nous a menés là où on est. Et puis, une communauté scientifique qui est de plus en plus grande. Puis c'est justement ça qui m'amène maintenant à prendre d'autres sujets. J'essaie de trouver des sujets de niche ou à quoi les gens ne réfléchissent pas actuellement, où on pourrait appliquer l'intelligence artificielle, qui sont des problèmes fondamentaux qu'on pourrait résoudre. Puis ça manque beaucoup le travail que je fais aujourd'hui. Vous avez mentionné Yoshua Bengio, avec qui vous avez commencé. Ouais. Vous avez travaillé aussi avec Hinton. Oui. C'est quoi l'impact quand on est un chercheur, puis on s'entend, là, quand vous avez travaillé avec eux, ils ne savaient pas la notoriété qu'ils ont aujourd'hui. Ah ouais. Mais ça a été quoi l'impact dans votre démarche de chercheur, de travailler avec ces gens-là? Comment ils ont influencé votre démarche? Oui, bien, je pense que, premièrement, les deux sont des visionnaires. Donc, c'est de les voir opérer avec une vision qui est vraiment à long terme. Quand tu commences ta recherche au doctorat ou tu te concentres juste sur le premier article que tu vas publier, là, puis est-ce que tu vas avoir les résultats qui te permettent d'enfin le faire accepter dans une conférence d'envergure internationale, puis juste te rendre là pour toi, dans une montagne. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement, puis c'est juste une toute petite étape vers une plus grande vision de recherche. Est-ce qu'ils ont réussi à vous passer ça? Ben oui, certainement. Tu sais, j'ai commencé à voir que c'est important de garder cette en anglais, on dirait North Star, là, donc ouais. Cet objectif plus grand, plus loin, en vue pour faire les choix aujourd'hui. J'ai aussi appris qu'il y a plus qu'une façon de faire de la recherche. Donc, la façon que Yoshua allait opérer puis gérer son laboratoire n'était pas la même que celle que Jeff Hinton allait gérer son laboratoire. C'était quand même assez différent, même si les sujets de recherche ils étaient très proches. Yoshua, c'est vraiment j'ai quasiment envie de dire un peu chaotique, là, mais pas nécessairement pas de c'est pas le bordel. Non, c'est pas le bordel, mais c'est un peu chaotique dans le sens où tu as vraiment un marché d'idées dans son laboratoire, puis qui sont discutées constamment, puis quiconque veut en prendre une puis partir avec, tu peux le faire. Puis Jeff, lui, c'était un peu plus, OK, tel étudiant, il va travailler dans telle direction que je vais explorer avec lui, tel autre étudiant. Donc, tu avais un sentiment peut-être un peu plus de gérer toi-même ton propre sujet de recherche. Puis les deux ont des avantages, des désavantages, mais ça m'a aussi un peu fait réaliser, je peux aussi peut-être définir ma façon de gérer mon groupe de recherche quand je suis allé plus tard à l'Université de Sherbrooke, puis prendre des éléments des deux que je pense qui fonctionnent bien. Je suis content que vous parliez de l'Université de Sherbrooke. Il y a une approche à l'Université de Sherbrooke, il y a une mentalité d'entrepreneur, d'innovateur, particulièrement dans le monde de la technologie. C'est fascinant de voir tout ce que vous avez inventé à l'Université de Sherbrooke, qu'aujourd'hui, c'est transparent, c'est dans nos vies. Est-ce que ça a teinté aussi votre parcours, ce temps que vous avez passé à l'Université de Sherbrooke? Bien, en tout cas, je peux dire que quand moi, j'ai commencé à l'Université de Sherbrooke, pas juste dans ma recherche, mais dans mon enseignement, j'ai tout de suite vu que, parce qu'au département d'informatique, là-bas, c'est un programme coop, donc les étudiants, ils passent en fait beaucoup de temps dans l'industrie. Et je trouvais ça déjà impressionnant de voir à quel point ils étaient souvent plus à jour que moi sur peut-être des outils, pas nécessairement la science, mais les outils qu'on utilise à tous les jours pour programmer, ainsi de suite. Puis, en fait, ça m'a aussi fait dire que ça serait peut-être bien que moi aussi je passe un peu de temps dans l'industrie, parce qu'à ce moment-là, je ne l'avais pas fait. J'avais fait mon doctorat, je voulais faire de la recherche en IA, il fallait que je reste, puis je voulais la faire au Québec, il fallait que je reste dans l'académique, il n'y avait pas d'opportunité tant que ça dans l'industrie. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé seulement plus tard. Et donc, il y avait aussi ça qui était... j'avais même pas fait de stage pendant mon doctorat, ce qui est maintenant quand même assez commun pour les étudiants de doctorat en informatique et en intelligence artificielle. Fait que
un peu au dépens de l'Université de Sherbrooke, finalement, ça m'a fait dire peut-être que je devrais essayer d'aller voir commencer dans l'industrie, puis développer mes connaissances de comment ces technologies-là peuvent être utilisées, puis augmenter l'opportunité d'impact que ma recherche peut avoir. J'ai passé du temps extraordinaire à l'Université de Sherbrooke, là, ça m'a formé vraiment beaucoup. Puis des fois, je m'ennuie de mes collègues là-bas. Bien, saluez-les, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute à l'Université de Sherbrooke. Le fait de travailler dans une grande boîte comme Google, DeepMind en particulier, est-ce que ça vous permet de faire des choses que vous ne pourriez pas faire? Au printemps, je parlais avec Yoshua Bengio et il me disait que lui, il était heureux où il était aujourd'hui parce qu'il était un académique et il travaillait dans ses affaires. Il n'avait pas besoin de travailler avec l'agenda ou la stratégie d'entreprise. Et qu'est-ce que la recherche dans le privé amène que vous ne pourriez pas retrouver dans l'académique? C'est sûr que les opportunités d'impact et les ressources disponibles de calcul, ça, c'est sûr que ça nous permet de faire certaines choses qui sont plus difficiles à faire dans le milieu académique. Mais maintenant, honnêtement, le travail que je fais, parce que je m'intéresse aux sujets qui sont un peu plus niches, qui sont un peu moins communs, souvent, en fait, beaucoup de cette recherche-là, probablement que je pourrais la faire aussi dans le milieu académique. Mais ce qui m'avait surtout motivé, c'était l'opportunité de partir un laboratoire de recherche industrielle à Montréal pour créer des opportunités pour les chercheurs d'ici, de ne pas avoir à aller aux États-Unis, comme moi je ne voulais pas faire, pour rester ici puis mettre un peu de Montréal dans Google. Moi, ça me motivait vraiment beaucoup. Puis j'étais assez rassuré que à ce moment-là, Google Brain, puis aussi Google DeepMind maintenant, on peut aussi explorer des questions assez fondamentales. Puis en même temps, je garde quand même, d'une certaine façon, un pied dans l'académique, dans le sens où je suis impliqué au MILA. Pour moi, c'est très important qu'on contribue à l'écosystème, puis notamment via le MILA. Donc, je dirige encore co-dirige des étudiants là-bas. Je trouve ça important. J'incite les gens de mon équipe qui ont ce désir-là, puis cette aptitude-là de le faire également. Mais pourquoi c'est important, le passage, la connaissance, l'encadrement? Pourquoi, pour vous, c'est important? Je pense que c'est en partie un désir de redonner. Je me trouve vraiment chanceux d'avoir été dans le laboratoire de Yoshua. C'est à un moment où son laboratoire était pas mal plus petit que ce qui est maintenant. Il n'y a pas grand monde qui y croyait à cette époque-là. Non, c'est vrai. Puis j'ai été en partie chanceux de me retrouver là. Mais votre chance, vous l'avez faite aussi. Oui, j'ai saisi l'opportunité. Vous auriez pu aller dans quelque chose de plus sexy, et vous avez décidé de rester là. Oui, non, c'est vrai. C'est un mélange des deux. Ouais. Mais quand même, je garde un peu d'humilité, puis je me dis que je devrais vraiment être reconnaissant de ça. Puis une façon d'être reconnaissant, c'est de redonner. Puis j'aime ça, travailler avec des étudiants. J'aime ça quand même leur apprendre les fondements de la recherche. Et puis le MILA, c'est vraiment un environnement très motivant. J'essaie d'y aller une fois par semaine, puis à chaque fois, ça me donne une autre énergie que j'apprécie beaucoup. J'ai plein de collègues qui sont essentiellement des amis aussi, avec qui j'aime bien échanger régulièrement. Donc, c'est très personnellement motivant, puis pour moi, ça m'anime beaucoup de redonner également. En terminant, si je vous demandais, on ne fera pas le jeu dans 20 ans, là, mais juste dans 5 ans, vous pensez être où? J'espère certainement qu'on va avoir beaucoup progressé dans des questions liées à l'environnement puis la contribution des technologies d'IA, le projet Perch dont je parle. J'espère qu'on en sera rendu où on a beaucoup de gens dans le milieu de l'écologie puis du développement durable qui utilisent ces outils-là. Donc là, on a commencé maintenant, mais l'adoption de ces outils-là, ça prend un certain temps. Donc, je pense que c'est peut-être mon premier désir, c'est de voir ces technologies-là utilisées dans plusieurs autres sciences, les sciences naturelles. Moi, souvent, quand je donne des présentations, parfois dans des cégeps ou à des étudiants qui sont en train de faire un choix de carrière, quand je leur parle d'intelligence artificielle, je les encourage en fait à prendre l'intersection entre l'intelligence artificielle et un domaine. On a beaucoup de gens en intelligence artificielle, donc on peut se permettre de segmenter tous les endroits où il pourra avoir une intelligence artificielle, puis développer des experts en intelligence artificielle dans le domaine de l'environnement, de la biologie, de la chimie, puis dans les sciences sociales également. Donc, j'espère qu'effectivement, un peu comme pendant longtemps, moi, j'ai toujours un désir qu'il y ait plus d'informatique au secondaire, puis on forme les jeunes à utiliser la technologie. Mais de la même façon, j'espère que ça peut se
transcrire en des experts dans différentes disciplines qui sont capables, ils sont aptes à utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus loin dans leurs sciences. C'est un excellent conseil et c'est là-dessus qu'on va terminer. Hugo Larochelle, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions et bonne suite de All In. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Quand on parle de méta et de l'intelligence artificielle, automatiquement, le nom de Yann LeCun nous vient en tête. Yann LeCun, qui est le vice-président et scientifique en chef de l'IA chez Meta. Mais un autre nom qui maintenant devrait résonner dans votre tête lorsqu'on parle de Meta et de l'IA, c'est celui de mon invité. Joëlle Pineau, elle est professeure à l'Université McGill depuis 20 ans et aujourd'hui, elle est également vice-présidente recherche en IA chez Meta. Et c'est elle qui dirige notamment FAIR, un organisme regroupant plusieurs laboratoires de recherche en intelligence artificielle attachés à Meta, dont un d'ailleurs qui est situé à Montréal. Voici ma rencontre avec Joëlle Pineau. Joëlle Pineau, bonjour. Bonjour. L'intelligence artificielle, c'est apparu à quel moment dans votre vie? Et surtout, pourquoi? Qu'est-ce que fait que vous avez décidé un jour d'investir votre carrière, votre temps, votre recherche, votre cerveau au développement de l'intelligence artificielle? Dans ma vie, en fait, je suis passée par la robotique. Donc, je faisais des études, mon bac universitaire à l'Université de Waterloo. Autour de la 4e année, je me suis intéressée justement à un projet de robotique. J'ai passé l'année avec une équipe à construire un robot à 6 pattes qui se promenait, puis à développer le système de sonar, parce qu'on était à cette époque-là, pour que le robot puisse éviter les obstacles. Donc, à travers ça, je suis passée à l'intelligence artificielle, les algorithmes de localisation, de cartographie et puis éventuellement à l'apprentissage machine, là, qui est aujourd'hui vraiment le cœur de l'intelligence artificielle. Et à l'intérieur du travail qu'aujourd'hui vous faites, la santé est un secteur qui vous intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui pour vous est important dans le domaine de la santé par rapport à l'intelligence artificielle? J'ai toujours eu un portfolio de recherche qui incluait des travaux beaucoup plus théoriques puis des travaux plus pratiques. Je trouve que quand on fait les deux, ça nous permet de s'assurer que nos concepts théoriques sont applicables dans la pratique et puis la pratique informe beaucoup le développement des idées plus théoriques. Donc, depuis des années, je mène les deux un peu de front. Et puis, ceci dit, pourquoi la santé? Quand je suis arrivée à Montréal en 2004 à l'Université McGill, pour faire des travaux pratiques, il faut des partenaires. On a une faculté de médecine extraordinaire, pas seulement à McGill. J'ai aussi souvent l'occasion de travailler avec l'Université de Montréal, plusieurs des hôpitaux de la région. Donc, il y avait ce terreau fertile pour faire des collaborations intéressantes, des chercheurs qui sont vraiment des experts dans leur domaine. Et puis, évidemment, comme chercheur, on veut aussi faire œuvre utile et puis trouver des applications qui peuvent améliorer la société. Donc, c'est un peu cette convergence de facteurs qui m'a attirée vers ce domaine-là. Et si on approfondit dans le monde de la santé, est-ce que je me trompe ou tout le côté neurologique vous intéresse particulièrement? Et puis en fait, j'ai fait des travaux dans plusieurs domaines. C'est toujours un plus, à part de rencontres avec des chercheurs où est-ce qu'il y a une petite étincelle d'une idée. Donc, à ce moment-là, je faisais des travaux en ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, reinforcement learning. Donc, c'est des systèmes où est-ce qu'on apprend en réaction à de l'information et puis on apprend à contrôler un système. Et puis, il y a des chercheurs merveilleux à l'Institut neurologique de Montréal qui travaillaient justement sur des systèmes de neurostimulation. Donc, comment optimiser la stimulation électrique du cerveau pour essayer de ralentir la progression de l'épilepsie. Donc, c'est parti de là, de cette idée que j'avais une expertise en reinforcement learning. Eux, ils étudiaient la neurostimulation et puis il y avait comme une bonne synergie là, entre ces idées-là. Est-ce qu'on comprend que c'est votre connaissance, votre savoir au niveau de des neurones machines, entre guillemets, qui fait que vous arrivez à aider des gens qui travaillent avec des neurones d'humains ou des neurones vivants? Oui, ça, je sais pas, parce qu'en fait, nos neurones machines et puis les neurones humains sont quand même très, très différents. Puis on a eu beaucoup de discussions avec mon collaborateur Massimo Avoli et son équipe à l'époque. Ils trouvaient que notre conception du neurone était incroyablement naïve, avec raison, sans doute. Donc, je sais pas s'il y a eu ce transfert-là. C'était plus que lui, il y avait des données intéressantes, puis nous, on avait une capacité d'analyser ces données-là. Donc, c'était vraiment la complémentarité de nos expertises là, qui a été très utile.
J'aimerais ça prendre un moment avec vous pour parler de FAIR. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est une initiative qui est sous votre direction chez Meta. Et vous avez des gens qui font de la recherche importante, je vais dire presque fondamentale, ici, mais aussi ailleurs dans le monde. C'est quoi le but de FAIR exactement? Oui. FAIR, en fait, c'est une équipe qui a été fondée il y a une dizaine d'années par Yann LeCun, qui a fondé cette organisation-là chez Meta. À l'époque, c'était Facebook AI Research. Quand Facebook, la compagnie, a changé de nom pour Meta, nous, on aimait bien notre acronyme de FAIR. Donc, on s'est retourné, puis on est maintenant l'équipe Fundamental AI Research chez Meta. C'est une équipe qui est vraiment dédiée à la recherche fondamentale en intelligence artificielle. Donc, on pose des questions à savoir quel est le fondement des systèmes de perception, du langage, du raisonnement. Et puis, l'idée étant que si on peut mettre en place tous ces morceaux-là, on peut construire des systèmes d'intelligence généralisés. On travaille à l'intérieur de chez Meta avec plusieurs équipes de recherche appliquée. Donc, il y a la recherche fondamentale, la recherche appliquée, puis éventuellement, ça peut se rendre, dans certains cas, dans des produits. Mais nous, vu qu'on est vraiment sur les questions fondamentales, ça nous permet aussi d'être très ouverts. On publie nos travaux depuis des années. On partage nos modèles en mode science ouverte. On partage le code de nos expériences. Donc, c'est un super beau modèle qui aussi nous permet de faire beaucoup de collaborations externes. Et puis, présentement, moi, je suis basée à Montréal, mais j'ai des équipes de chercheurs partout à travers le monde, aux États-Unis, en France, en Angleterre. Et puis, c'est super intéressant de voir à quel point cette équipe-là peut faire avancer les choses au niveau fondamental, mais souvent on a une découverte et puis en dedans de 6 mois, ça se retrouve dans les produits. Vous avez dit collaboration. Est-ce que c'est un des éléments clés, ça, du succès des chercheurs chez vous qui arrivaient à faire progresser aussi rapidement ces outils-là? Je pense que oui. Et puis c'est aussi un ingrédient essentiel pour attirer les meilleurs chercheurs. Les chercheurs veulent travailler en collaboration, en équipe. On le sait que nos recherches dépendent de toutes les recherches qui sont venues avant nous. Donc, c'est absolument un ingrédient essentiel. Et je me permets de parler un petit peu de notre culture parce qu'on n'en parle pas assez souvent. La bonne culture mène à la bonne recherche. Et puis, depuis plusieurs années chez FAIR, on a un système de valeurs sur lesquelles on s'appuie. On appelle ça notre FRESCO. Donc, c'est le concept de freedom, pouvoir choisir nos thèmes de recherche, responsibility, donc s'assurer d'avancer de manière responsable, excellence, l'excellence en recherche, scale, donc profiter des puissances de calcul, la collaboration, le C, c'est pour collaboration, puis le O pour openness. Donc, c'est vraiment les ingrédients de notre labo de recherche depuis des années. L'IA change énormément, mais cette culture-là, elle reste, cette culture de l'excellence, de la collaboration, de l'ouverture, c'est vraiment important. Là, je sais que vous êtes un peu biaisé dans votre réponse, mais je vais quand même vous la poser comme question parce que vous êtes au premier plan pour battre même, pour combattre ou pour protéger l'existence de celui-là. Mais c'est le fait que vous existez avec votre équipe de recherche qui probablement fait que les outils qui sont offerts maintenant aux entreprises et au public par Meta au niveau de l'IA, je pense aux plus récentes outils qui ont été dévoilés, qui fait la force de l'outil. C'est parce que vous avez cette liberté de créer et de faire de la recherche parallèlement aux outils commerciaux qui sont mis à disposition de la société. Oui, absolument. Je dirais billet annoncé et assumé. Ouais. C'est-à-dire que cette culture de l'ouverture, du open source, c'est une culture qui n'est pas seulement dans le FAIR. En fait, c'est beaucoup dans les valeurs dans l'entreprise. Même au plus début, il y a beaucoup de tout le développement de Meta qui s'est fait sur des bases ouvertes. Il y a eu le Open Compute Project, entre autres. Donc, il y a cette culture-là qui était là, mais c'est certain que quand est venu le moment de sortir certains de nos modèles, en particulier notre modèle Llama, début 2023, c'était une époque où est-ce que tout le monde, les compétiteurs se retournaient vers des modèles fermés. Puis nous, vraiment, on a continué cette culture-là, ce qui nous a amené à partager le modèle Llama 1 en open source, qui était suivi de Llama 2, Llama 3. Là, je pense qu'on est rendu à 3.1, bientôt 3.2. Mais qu'en fait, qui a progressé beaucoup plus rapidement que la compétition. Oui, et puis ce qu'on voit, en fait, c'est un peu un effet boule de neige parce que quand on sort ces modèles-là, il y a plein de gens qui innovent sur ces modèles-là. On apprend beaucoup plus vite. Nous, on a quelques centaines de chercheurs chez nous, mais après ça, c'est des milliers, si pas des millions de gens, de développeurs qui s'appuient là-dessus. On avait vu le même effet avec PyTorch, qui sort aussi des laboratoires de FAIR. On a tendance à l'oublier, là, mais c'est un langage de programmation énormément utilisé en intelligence artificielle.
On l'a créé pour nos propres besoins, on l'a partagé, et puis maintenant, toute l'industrie s'appuie là-dessus. Donc, l'effet d'accélération est important, et puis on continue d'y croire et puis d'en bénéficier. Vous parlez d'accélération, puis ça m'amène à ma prochaine question. S'il y a un domaine qui va excessivement rapidement dans son évolution, puis il y a de la pression pour que ça aille rapidement, les forces économiques veulent que ça aille rapidement, et de l'autre côté, il y a tout l'éthique. Puis vous le dites, hein, dans votre démarche à vous, il y a l'éthique qui est importante. Comment on arrive à marier les deux? C'est-à-dire les demandes du marché, les forces du marché, puis de l'autre côté, d'arriver à respecter l'éthique quand on fait de la recherche? Bien, il y a quelques ingrédients, nous, je pense, qui nous aident, et puis c'est pas toujours facile, dans le sens que quand on fait ces travaux, il y a des vraies questions éthiques qui se posent. En fait, c'est pas des questions faciles à résoudre. Donc, il faut bien réfléchir, il faut s'entourer. D'une part, le fait qu'on ait cette culture sur l'ouverture, ça nous aide parce que, c'est-à-dire, chaque fois qu'on commence un projet, on se dit qu'on pourrait le sortir, puis tout le monde va le voir. Donc, ça met la barre très haute là, quand tu ouvres les portes, puis tout le monde rentre chez toi, ben tu fais ton ménage. Hein? Donc, il y a cette culture-là qui nous aide, c'est certain. Il y a aussi le fait qu'en bout de ligne, on veut faire des bons produits chez Meta. La logique d'entreprise veut qu'on fasse des bons produits. Donc, on a énormément à apprendre. Si on sort un modèle de recherche très tôt dans le développement, on apprend beaucoup plus rapidement. Et puis, tout ça, c'est ce qui nous permet éventuellement de développer des meilleurs produits. Je dirais aussi le fait qu'on fait plusieurs sorties en open source. À chaque fois, on apprend. Donc, notre engagement, c'est évidemment d'une version à l'autre d'améliorer les aspects techniques de la chose, mais aussi d'améliorer les aspects de responsabilité. Donc, d'avoir des modèles qui sont plus robustes, des modèles où est-ce qu'il y a plus de transparence, où est-ce qu'on a mieux compris les enjeux de sécurité. Donc, on avance ça main dans la main à chaque génération. Et puis, des fois, on se retrouve avec un modèle qu'on veut sortir, qui nous ouvre une question de recherche, ça retourne à nos chercheurs. On a eu un modèle, entre autres, qui faisait la synthèse vocale. Mais évidemment, si on n'est pas capable d'identifier la voix de quelqu'un, ça peut mener à des dérives. Donc, c'est un modèle qu'on n'a pas sorti en open source. On est retourné dans nos laboratoires et puis on s'est dit, on a besoin des techniques d'authentification, de watermarking avant d'être capable de sortir ce modèle-là. Donc, il y a tout aussi un genre de cadre qui nous aide à prendre ces décisions-là de quel modèle sortir à quel moment en fonction des risques potentiels. Comment vous vivez et comment votre équipe vit avec la pression de savoir que vous développez des outils, j'allais dire des solutions mondiales? Parce qu'on s'entend, là, vous ne travaillez pas pour une petite municipalité sur le bord de la rue, puis ça va rester là. Vous, quand vous décidez qu'un produit est prêt et que vous le mettez en ligne, c'est la planète qui en bénéficie. Oui. C'est des milliards de personnes. Oui. Comment on vit avec cette pression-là? Bien, premièrement, quand ça sort dans les produits, il y a des équipes produits qui ont passé ce cycle de développement depuis plusieurs années, que ce soit les équipes chez Facebook, Instagram et autres. Donc, ils ont vraiment, encore là, tout un cadre de développement qui leur permet de valider, de faire des tests. On fait des tests alpha, bêta, ainsi de suite, pour s'assurer là, qu'on a le signal assez tôt avant de sortir ça pour des milliards de personnes. Je dirais que... En fait, personnellement, je le vis plus comme une source d'inspiration que de stress, c'est-à-dire, oui, il y a une immense responsabilité de le faire, mais c'est un privilège énorme d'être capable de développer des outils qui vont être utilisés par des gens partout à travers le monde. Donc, il faut y aller avec modestie, mais aussi avec un désir de développer quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être utile à tout. Je pense que le domaine où c'est le plus pertinent, c'est tout notre travail sur le langage, en particulier la traduction automatisée. Donc, on a des outils de traduction, on travaille là-dessus depuis des années qui nous permettent de traduire d'une langue à une autre. On a été les premiers à avoir des systèmes qui passent à l'échelle, donc 200 langues différentes. Puis là, on est rendu à regarder des milliers de langues différentes. D'une part, il y a un défi technique à le faire, mais d'autre part, les surfaces sur lesquelles la compagnie opère, que ce soit WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger et autres, des gens à travers la planète qui l'utilisent. Donc, il y a vraiment une motivation de développer la recherche le plus rapidement possible pour qu'on puisse s'assurer que ces gens-là aient des produits de qualité, qu'on soit capable d'avoir des outils de modération de contenu dans leur langue, dans leur contexte culturel. Donc, on espère le plus souvent possible faire partie de la solution, pas faire partie du problème. Joëlle Pineau,
La prof de McGill, elle est où dans votre agenda? Mais quelques étudiants le savent. D'habitude, tôt le matin, avant que la côte ouest se réveille, j'ai quelques blocs encore là, parce que je vois des étudiants, je parle à des collègues, je fais de la recherche. C'est un petit peu mon hobby ces jours-ci. Est-ce que ça vous manque? J'ai pas beaucoup le temps d'avoir des regrets. Il y a toujours plein de beaux projets partout. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est de garder le lien dans l'écosystème, d'avoir un lien. Nos bureaux à Montréal, chez Meta, sont juste à côté des bureaux du Mila. Donc, on a un va-et-vient d'étudiants, de collègues. On se voit, on se côtoie souvent tous les jours. Donc, il y a vraiment ce partage d'idées qui est encore là. Je suis pas en salle de classe nécessairement, mais j'ai l'occasion de partager mon savoir et surtout d'apprendre des jeunes chercheurs tous les jours. Vous mentionnez le Mila. Là, vous, avec votre travail chez Meta, puis aussi avec l'enseignement McGill, vous êtes en contact avec l'écosystème de l'IA mondial. Quand vous regardez le positionnement de Montréal, quand vous regardez l'écosystème qui a été créé, notamment autour de Mila, parce que ça vient de toutes les universités, comment on se compare à vos yeux quand vous regardez ce qui se fait ailleurs? Où on est, nous, là-dedans? Le pôle de talent qui a été créé au Mila est vraiment exceptionnel. C'est un peu la promesse du projet, puis c'est vraiment en voie de se réaliser. Et puis je le vois parce que les étudiants du Mila qu'on engage souvent chez Meta, puis on les voit aller ailleurs aussi, mais on les engage à notre labo de Montréal, mais on les engage aussi à nos labos partout à travers le monde, que ça soit à Londres, à Seattle. Donc, ça veut dire, d'une part, que la qualité de la formation est parmi les meilleures au monde, qu'on compétitionne avec les universités, que ça soit Stanford, Berkeley et autres, pour la qualité des étudiants qui sortent du Mila. Et puis, plusieurs de ces étudiants-là alimentent l'écosystème montréalais et canadien, mais ils alimentent aussi l'écosystème mondial et puis ils amènent nos idées, nos cultures un peu partout. Je pense qu'il faut avoir la bonne dose, c'est-à-dire qu'on veut en garder une bonne partie quand même à Montréal. Il y a beaucoup de travail à faire ici, mais c'est bien qu'ils aient rayonné partout à travers le monde. Avez-vous l'impression que c'est propre à Montréal d'avoir un regard critique, éthique par rapport à l'intelligence artificielle, ou vous sentez que c'est pas nécessairement propre à Montréal? C'est comme ça vient par vague? Je pense que Montréal, quand même, porte beaucoup cette voix. Yoshua Bengio, qui est mon collègue, porte beaucoup ce message-là. Donc, je pense puis il n'est pas le seul. Là. Il y a plusieurs autres collègues qui s'intéressent à ces questions-là. Mais là, depuis les débuts, a eu vraiment un intérêt, puis il a mis de la priorité là-dessus. Il y a l'Obvia aussi, qui a un peu plus un centre de gravité à Québec, mais avec des antennes à travers la province. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'encore assez particulier à Montréal. Ceci dit, les travaux qu'on fait sont souvent avec d'autres équipes à travers le monde. Il y a beaucoup d'échanges entre Montréal, entre Paris, sur ces questions-là, où est-ce qu'il y a d'autres chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, je pense que oui, on rayonne. Pour ça aussi, surtout on fait réfléchir par rapport à ça. On n'est pas toujours tous d'accord. Souvent, même à l'intérieur de Montréal, on n'a pas tous le même point de vue, mais les échanges sont très riches, puis c'est comme ça qu'on avance. Dans 5 ans, on va être où avec l'intelligence artificielle, selon vous, quand vous regardez l'ère d'aller qu'on a pris dans les 2 dernières années? C'est difficile de prévoir. Si je me repositionne il y a 5 ans, là, j'aurais été incapable de prévoir exactement cette trajectoire-ci. Ceci dit, au niveau de la recherche, il y a vraiment des pistes de recherche où est-ce que tout le monde est en train de travailler sur des idées très semblables. On a vu aujourd'hui même l'OpenAI qui sort son modèle O1 qui est vraiment basé sur des capacités de raisonnement. C'est quelque chose sur lequel tous les gros laboratoires travaillent. On connaît les techniques. Après ça, chacun a un peu sa recette puis sa façon de l'intégrer, mais au niveau de la recherche, la question du raisonnement va beaucoup avancer. Puis un raisonnement vraiment qui s'applique pas seulement aux problèmes mathématiques, mais aussi comment raisonner à travers l'espace, les images, le langage. Les modèles, ce qu'on appelle multimodaux, donc c'est-à-dire combiner les modalités, le langage, le son, la vidéo, tout ça dans une même représentation. Je pense qu'on va beaucoup voir d'avancer. Si on sort un peu de la recherche, en fait, il y a énormément de travail à faire pour comprendre comment on va utiliser l'IA dans tous les secteurs de l'industrie et de notre société. C'est un travail d'exploration. On a comme l'impression que l'exploration est finie quand la recherche est finie, mais non. L'exploration au niveau de l'intégration
dans nos processus, dans nos milieux de travail, elle ne fait que débuter. Donc, dans 5 ans, je pense que beaucoup d'entre nous vont avoir des assistants partout, virtuels, des assistants digitaux, des fois dans nos lunettes ou dans nos montres qui vont nous faciliter la tâche, mais qui vont s'intégrer dans notre travail de tous les jours. Je parlais à une collègue médecin qui me racontait que quand elle fait ses rencontres avec les patients, il y a une tablette qui enregistre la conversation, qui résume la conversation, qui met l'information dans les formulaires appropriés, que ce soit pour la pharmacie, pour les assurances ou autres. Toute cette intégration-là des outils pour lui permettre, elle, quand elle est dans la salle avec le patient, juste de se concentrer sur la conversation puis sur la personne. Donc, tout ça, il faut le faire. Bon, elle n'est pas au Québec encore, mais j'espère que dans 5 ans, on aura ce genre d'outils-là dans plusieurs sphères de notre société. Joanne Pinon, merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée. L'an dernier, à seulement 33 ans, mon invité, Guillaume Havrin, a été nommé coordonnateur de la Stratégie nationale française pour l'intelligence artificielle. Ingénieur de formation, docteur en robotique et en neurosciences, c'est à lui que revient la lourde tâche de conseiller le gouvernement français dans son adoption, dans son utilisation de l'intelligence artificielle. Je l'ai rencontré, Guillaume Havrin, lors de l'événement All-In cette semaine, alors que la France était l'invité d'honneur de l'édition 2024. Guillaume Havrin, bonjour. Bonjour. Quand vous dites à vos parents ce que vous faites dans la vie, comment vous dites? Alors, je suis coordinateur national pour l'intelligence artificielle. Ça veut dire que j'ai 3 missions principales. Une première mission qui est une mission d'investissement dans le cadre de France 2030. C'est un programme d'investissement en France qui est doté de 54 milliards d'euros. Il y a 4 milliards d'euros dédiés à l'intelligence artificielle. Et donc l'objectif, c'est d'aller investir dans nos entreprises qui développent des systèmes d'IA pour favoriser leur stratégie de croissance et leur permettre d'intégrer des technologies d'IA dans les entreprises. Une deuxième mission qui est plutôt une mission de coordination interministérielle pour s'assurer que les actions lancées par les différents ministères en IA sont bien cohérentes, qu'on maximise l'impact de l'action publique en intelligence artificielle. Et une troisième mission qui est une mission d'animation d'écosystèmes, de mise en relation entre des startups et des groupes industriels, entre des acteurs économiques et des fonds d'investissement, de manière à vraiment jouer collectif sur l'IA. Pour un Nord-Américain comme moi qui regarde le dossier de l'intelligence artificielle en France, dans le contexte européen, ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est tout le contexte de la réglementation ou de l'encadrement. Est-ce que ça fait aussi partie de votre travail de vous assurer que, d'une part, c'est appliqué, mais de quelle façon ça impacte l'écosystème? Oui, tout à fait. Alors, exactement ce que vous voulez me signaler, c'est-à-dire que dans la stratégie nationale pour l'IA, il y a une sous-partie qu'on appelle, et désolé, je rentre un peu dans le détail, qu'on appelle stratégie d'accélération, qui est vraiment dédiée aux investissements. Et tout le reste de la stratégie nationale pour l'IA, c'est tout ce qui n'est pas une question immédiate d'argent d'investissement. Et donc la réglementation de l'intelligence artificielle, c'est bien sûr un sujet extrêmement important. D'une part, parce que le titre de la stratégie nationale pour l'IA, c'est diffuser l'IA dans l'économie. Et donc en fait, il n'y aura pas de diffusion large de l'IA dans notre économie et notre société s'il n'y a pas un cadre de confiance pour pouvoir accepter cette techno, s'assurer qu'elle a un niveau de performance, de robustesse, de respect des droits fondamentaux satisfaisant. Voilà, on ne voudra pas utiliser la techno. Inversement, si on positionne mal nos exigences, si on régule trop, et ben là non plus. En fait, les développeurs de technologies d'IA prendront peur, ne voudront pas prendre le risque d'intégrer de la technologie dans leurs dispositifs médicaux, dans leurs véhicules, dans leurs robots agricoles, parce que justement ils auront l'incertitude de leur capacité à se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences. Donc il faut vraiment placer le curseur au bon endroit pour avoir la confiance sans brider l'innovation. Et il est là le défi. Et là, je présume que vous êtes là aussi pour conseiller le gouvernement là-dedans. Oui, tout à fait. Alors, on a des équipes techniques au sein des différents ministères. Il y a notamment une équipe IA à la direction générale des entreprises qui justement s'occupe spécifiquement de la préparation des propositions françaises dans le cadre des négociations européennes sur l'AI Act, la réglementation européenne sur l'IA. Et donc voilà, bien sûr, on s'appuie sur ces équipes pour partager des propositions. Là, vous êtes de passage à Montréal dans le cadre de All-In, où la France est le grand invité de l'événement. Quand vous regardez un peu l'écosystème québécois, canadien, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Ouais. Alors, c'est déjà bien sûr impressionnant en termes de
de deux choses. De la qualité de l'écosystème de recherche et de ces grands laboratoires qui ont été mis en place, qui ont l'air d'une part de bien travailler entre eux, d'autre part de parvenir à faire du transfert. Et je pense que cette capacité à faire le lien entre le monde des acteurs économiques et le monde des acteurs académiques, c'est extrêmement impressionnant. Et justement, ça m'amène au deuxième point sur lequel, je vous ai dit, le titre de la phase 2 de la stratégie nationale pour l'IA, c'est diffuser l'IA dans l'économie. Ici, il y a Scale AI, qui a justement cette mission d'aller favoriser l'adoption des technologies d'intelligence artificielle dans les entreprises pour assurer cette transformation, pour avoir tous les gains de compétitivité associés à la techno. Et donc c'est bien sûr une source d'inspiration pour trouver les bons dispositifs de manière à accélérer cette transformation de notre tissu industriel par l'IA. On le disait, la France, dans le contexte de l'intelligence artificielle, mais évidemment dans d'autres contextes, là, elle est située en Europe. L'Europe a rapidement et d'ailleurs donné le ton au niveau des pays, des continents qui voulaient encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais dans ce contexte-là, la France, par la voix de son président, a fait peut-être un pas de côté en disant oui, mais où ça positionne la France sur l'échiquier de l'IA? Je pense que le point principal que défend le président de la République, c'est l'idée de se dire il ne faut pas qu'on ait des exigences sur le territoire européen qui soient complètement déconnectées des exigences des autres zones géographiques du monde, parce que sinon ça crée des fragmentations de marché, et c'est pas positif. Et a priori, il y a besoin d'IA de confiance à la fois en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Asie, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a le premier point, c'est homogénéiser les exigences et les cadres réglementaires dans le monde, c'est un premier défi. Et le deuxième, c'est aussi, quand on régule ces nouvelles technologies, de s'assurer qu'on est capable, qu'on a les moyens en termes de métriques, de protocoles d'évaluation, d'environnement de test, pour effectivement caractériser ces technologies. Parce que finalement, on peut mettre des exigences dans un texte réglementaire. Si finalement, en commission de normalisation, on n'est pas capable de produire des normes qui ont vocation à être harmonisées, qui permettent d'obtenir la présomption de conformité à ces exigences, on fait rien, tant pis. Si finalement la norme dit pour être conforme à une exigence qui dirait qu'il faut que mon système IA soit robuste avant d'être mis sur le marché, finalement si la norme dit pour être conforme à cette exigence, il suffit d'avoir recruté un data scientist, et ben voilà, c'est facile, tout le monde peut le faire. Donc en fait, on a trop tendance à mettre l'accent sur les exigences sur la réglementation en oubliant que le sujet de la standardisation des normes, c'est là où il y a tout le défi technique de travailler de manière consensuelle sur ces métriques, sur ces protocoles d'évaluation, sur ces environnements, sur tout ce qui va nous permettre d'obtenir cette fameuse confiance. Je vais terminer sur une note qui est beaucoup plus personnelle. Il est où le plaisir pour vous d'occuper cette fonction-là dans l'État français? Je pense que c'est l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est passionnant à plein de niveaux. C'est un sujet passionnant d'une part d'un point de vue de la technologie, de l'innovation. C'est aussi un sujet qui est passionnant dans ses questionnements. Quel est son impact? Quel est l'impact de l'IA sur le travail? Quel est l'impact de l'IA sur l'organisation de notre société? Sur la distribution de la valeur? Enfin, je veux dire, il y a une infinité de sujets associés à cette thématique de l'intelligence artificielle. Donc ça, je pense que c'est déjà extraordinaire en soi. Et du coup, effectivement, la Coordination nationale pour l'IA a la chance de pouvoir être un peu à l'interface de tous ces grands enjeux de notre temps sur les technologies du numérique. Donc voilà, c'est un travail bien sûr qu'on fait avec passion. Guillaume Mirlin, bon séjour à Montréal. Un grand merci. Salut. C'est le temps d'accueillir mes collaborateurs. Cette semaine, Thierry Weber est de passage et il se penche sur l'impact de l'IA sur le marché du travail. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Septembre signe la rentrée également pour moi. Me voici donc de retour pour vous proposer mon point de vue helvétique sur le monde de la technologie et de l'innovation. Et qui dit rentrée dit emploi. Et cette semaine, je me suis penché sur l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi et sur notre produit intérieur brut ici en Suisse. L'impact de l'intelligence artificielle en Suisse est spectaculaire et les chiffres sont là pour le prouver. Imaginez, le PIB suisse pourrait bondir de 11%, soit une augmentation de 85 milliards de francs dans les 10 prochaines années grâce à l'IA. C'est une opportunité immense pour notre économie, mais elle vient aussi avec son lot de défis, notamment pour les travailleurs. Les chiffres sortent d'une étude menée conjointement avec Google et Économie Suisse. En effet, environ 400 000 emplois pourraient disparaître, touchant particulièrement les professions académiques et juridiques avec une automatisation importante de certains métiers. Paradoxalement, ce sont surtout les femmes qui en pâtiront, étant davantage présentes dans les postes administratifs
administratifs plus facilement automatisables, si tant est que cette expression puisse être utilisée. Cependant, pas de panique, si l'on s'y prend bien, la Suisse a tous les atouts pour tirer profit de cette révolution technologique. Nos entreprises doivent continuer à investir en recherche et développement tout en adaptant une approche éthique et transparente pour renforcer la confiance du public envers l'IA. La Suisse bénéficie dans l'ensemble de ces excellentes hautes écoles techniques, outre les 2 EPF, les écoles polytechniques fédérales. L'étude mentionne également le CERN à Genève ainsi que le Swiss Supercomputing Center à Lugano où se trouve l'ordinateur le plus puissant d'Europe. Christine Antlanger-Winter, la directrice de Google Suisse, tempère. La Suisse dispose d'une situation de départ idéale pour exploiter le potentiel de l'IA en vue d'une croissance économique durable, mais ce n'est pas gagné d'avance. Nous devons continuer à investir dans la recherche et le développement. Fin de citation. Mais attention, si l'on prend du retard, ces gains pourraient fondre comme neige au soleil, réduisant l'augmentation du PIB à un maigre 3%. Il s'agit donc de ne pas rater ce train de l'innovation, car la promesse d'un dividende de l'IA, entre guillemets, est à portée de main, mais elle n'attendra pas. En conclusion, l'IA est une lame à double tranchant, promesse de prospérité pour certains, source de crainte pour d'autres. C'est à nous, en Suisse, de jouer intelligemment nos cartes pour que l'IA devienne un moteur de croissance et non un facteur d'inégalité. L'avenir se construit maintenant et il est essentiel de s'y préparer activement. Allez, je vous laisse sur une note sonore en forme de carte postale. Je sais que mon ami Bruno les apprécie. Une carte postale ramenée de Bretagne, c'est tout simplement le son des vagues au large de la pointe de Roscoff. Et oui, la Bretagne, un autre pays qui a su innover il y a de ça plusieurs années et qui était en son temps une pionnière dans le monde des télécommunications, un tout autre domaine. Allez, bonne reprise à tous, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. Le collègue Stéphane Ricoul s'intéresse cette semaine à l'ADN, mais l'ADN comme outil de stockage des données. Je me suis déjà prononcé sur l'énergie que prenaient les centres de données pour se gaver puis nous recracher toute la donnée que l'humain et ses machines créent à chaque journée qui passe sur la Terre et de la claque que celle-ci se prenait sans l'avoir demandé en matière d'impact environnemental. Mais je n'ai jamais osé le faire sur un concept qui pourtant me fascine, mais dont je ne comprends certainement qu'une fraction infime de pourcentage quant à son fonctionnement. C'est de l'ADN dans une optique de stockage dont je fais allusion ici. Et pour me décider à vous en parler, j'ai écouté un épisode du podcast Underscore qui en gros disait ceci. C'est 30 000 milliards de cellules que l'on retrouve dans le corps humain pour un individu d'à peu près 70 kilos. Chaque cellule comprend l'équivalent de 2 mètres de fil d'ADN si on étire celui-ci, dans lequel est encrypté tout notre bagage génétique. Donc, au total, un beau petit 60 000 milliards de mètres de données. Et ça représente quoi, selon vous, 60 000 milliards de mètres de données? Eh bien, ni plus ni moins que 180 000 fois la distance Terre-Lune. Et tout ça dans chacun des habitants de notre planète. La nature a réussi à optimiser son espace de stockage d'une façon encore à peine copiable par ceux et celles qui en sont pourtant pourvus. On pourrait stocker, tenez-vous bien, 215 pétaoctets de données dans un seul gramme d'ADN. Un data center grand comme un terrain de football, qui contient un ou quelques hexaoctets de données, pourrait donc être contenu dans plus ou moins 5 grammes d'ADN. Vu comme ça n'alourdirait en rien votre clé USB. En plus, l'ADN vieillit très bien. On a déjà trouvé des brins d'ADN vieux de 700 000 ans, alors que la donnée sur nos disques durs a une durée de vie d'une dizaine d'années, grand max, semble-t-il. Donc, technologie de l'avenir, certainement que cet ADN. Voyons maintenant un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça mange en hiver. Et quoi de mieux que de consommer de l'énergie
et un petit bout de notre planète en demandant de l'aide à Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft, qui au passage, tout comme moi, trouve cette technologie fascinante. Commençons par le début. L'ADN, c'est une séquence de ce qui est appelé des nucléotides, qui sont composés des lettres A, T, C et G. Nos données, on le sait, sont quant à elles une série de 1 et de 0. Si on associe les deux, on pourrait dire par exemple que A représenterait 0, 0, que T serait 0, 1, C serait 1, 0 et G 1, 1. Jusque-là, tout va bien. Donc, la binarité de nos données est traduite en ce qu'on appelle des séquences de nucléotides. À partir de là, en date d'aujourd'hui, c'est là que ça se complique. Une fois les séquences définies, il faut avoir des machines spécialisées qui synthétisent les brins d'ADN en ajoutant les nucléotides dans le bon ordre. Une sorte de grosse imprimante 3D d'ADN. Et le tour est joué, il n'y a plus qu'à stocker les brins d'ADN synthétisés dans un espace somme toute réduit, dans des conditions appropriées, genre une clé USB capable de lire la séquence et reconvertir ça en code binaire, puis en données numériques, pour que nos appareils, que l'on croyait jusqu'ici particulièrement intelligents, puissent nous remettre cela dans un format que nous comprenons. C'est fascinant, comme le dit si bien Copilot, mais ça coûte encore très cher. Selon le magazine The Conversation, des méthodes alternatives sont explorées comme l'encodage fondé sur les structures physiques de l'ADN, mais là, moi, j'y comprends rien, ou encore les modifications épigénétiques, toujours du chinois pour moi, donc passons. Autre limitation, cette fois-ci plus facile à comprendre, c'est long à faire et il peut s'y glisser des erreurs. Donc, cela demande de la redondance et des codes correcteurs. Donc, des séquences ajoutées aux séquences, permettant de reconstituer l'information en cas d'erreur ou d'effacement lors de l'écriture ou de la lecture. Et tout ça encapsulé dans une autre limitation à l'heure actuelle, puisque cela concerne quasiment exclusivement que les données dites froides, celles dont on n'a pas besoin là, maintenant, mais juste au cas où. Alors oubliez ça, de stocker les 38 saisons de 50 épisodes d'1 heure de votre série Netflix préférée lors de votre séjour en van life électrique au travers de la Gaspésie, histoire de sauver quelques tonnes de CO2 dans notre atmosphère commune. Même si des progrès considérables ont été réalisés dans ce domaine ces dernières années et que de nouvelles améliorations restent à venir, bien évidemment, comme des méthodes de séquençage ne nécessitant qu'une seule molécule d'ADN, là où les méthodes classiques aujourd'hui en exigent plusieurs, j'ai bien l'impression que ce sont mes petits-enfants qui un jour pourront traîner leur vie numérique et bien plus dans leur poche, sans taper dans celle de la planète Terre. Ben, comme à l'habitude, on va aller rejoindre Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, avant qu'on parle de ton sujet, sur ta page LinkedIn, il y a une publication qui a attiré mon attention. Tu donnes un atelier en lien avec les Legos. Eh oui, et tu te souviens, j'ai fait une entrevue avec la personne qui m'a donné l'atelier, c'est Simon Bourdeau, qui est un prof à l'UQAM, qui utilise le Lego, qui fait littéralement des recherches sur comment ça aide à trouver des solutions ou à bien cadrer des projets numériques et autres. Et il nous organise une session d'une journée, le 27 septembre. C'est pas cher en plus quand même, pour une journée, $400 à peu près. Donc, il y a un repas et il y a un petit kit Lego qui vient avec ça pour égayer le tout, mais qu'on va utiliser pendant la journée pour apprendre effectivement à faire ça. Et ça se donne à l'UQAM à Montréal? Oui, ça va se donner à l'UQAM, exactement. Voilà. Okay. Bon, pour s'inscrire, vous avez juste à venir sur mon LinkedIn, Twitter, je l'ai mis un petit peu partout et le lien est là. Ah, c'est ce que j'allais dire. Pour plus d'informations, le compte LinkedIn de Jean-François Poulain. Jean-François, maintenant, on parle de ton entrevue. Tu reviens sur la Hackfest et ce qui t'a intéressé, c'est de le prendre, mais du côté du UX. Oui, exactement. J'ai contacté Patrick Rousseau, justement, parce que l'événement m'intéressait, puis c'était un peu champ gauche. Bon, je me disais, j'en fais que c'était champ gauche du UX, mais en fait, c'est très UX parce que c'est la porte d'entrée dans bien des services, dans des intranets, dans des comptes, dans les transactionnels et tout ça. Et c'est de ça que j'ai fini par parler avec Patrick aussi dans le cadre de cet appel-là. C'est super intéressant parce que je pense que on parle d'éco-conception, on parle d'accessibilité beaucoup en UX, on parle pas de sécurité, mais on devrait vraiment en parler parce que c'est le truc qu'on met parfois en disant, bon,
à la fin, bon, ça, c'est un processus de sécurité. Les trucs Amazon vont s'en occuper, tout ça. Mais non, en fait, puis c'est négociable. Il faut parler aux développeurs qui le font parce qu'il y a de la latitude là-dedans. On s'en rappelle, à un moment donné, est apparu le lien magique de Slack pour récupérer un mot de passe. Puis on se disait, mais non, récupérer un mot de passe, faut que j'aille rentrer mon courriel, là, ça m'envoie un code, puis là, que je dois le rentrer. Mais le lien magique résolvait tout ça, mine de rien. C'est clique là, ça t'envoie un lien magique sur ton courriel et voilà. Oui, c'est une expérience utilisateur super intéressant. Mais j'imagine à quelque part quelqu'un en UX qui a négocié ça avec un dev, avec un développeur qui connaît la sécurité. Donc, je pense que ça vaut la peine d'assister à ces événements-là. Patrick, dans l'entrevue aussi, nous parle d'un autre événement qui va avoir lieu le 10 octobre qui s'adresse un petit peu plus à des gestionnaires en sécurité et ou des gestionnaires qui s'intéressent à la sécurité parce que c'est quand même un enjeu pour tout le monde, là, comme on l'a vu dans plusieurs de tes reportages. Donc, celui-là a lieu le 10 octobre et ça s'appelle polarcon.ca. C'est de 9h à 18h, la journée du 10 octobre. Ben, Jean-François, merci pour cette entrevue qu'on va écouter à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Merci, à la semaine prochaine. Salut Patrick, tu voulais me parler d'un nouvel événement, le polarcon.ca. Oui, exact. C'est un événement de cybersécurité pour les gestionnaires de tout genre. Le contenu est destiné plus à des gestionnaires cybersécurité, mais tu sais, du team lead au directeur jusqu'au responsable de la sécurité de l'entreprise, mais ouvert à tous qui ont un intérêt à discuter avec des gestionnaires au niveau sécurité. La majorité des conférenciers vont être des responsables de la sécurité des grandes entreprises du Québec et des États-Unis. Donc, on a le responsable de la sécurité de la SAQ, par exemple. Mm-hmm. On a l'ancien responsable de la sécurité de la compagnie qui s'appelle Indigo. Ils ont subi une méga brèche de sécurité. Ça risque d'être très intéressant, puis c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Fait que je n'hésite pas à vous inscrire à ça. Là. C'est un line-up très intéressant. Ouais, donc c'est bon pour tout le monde. Ce ne sera pas hyper technique. Là. J'imagine que ça peut être intéressant. Okay. Pour des gestionnaires de tout acabit qui s'intéressent à ça, qui devraient s'intéresser à ça en principe? Ils devraient, puis tu sais, évidemment, il y a peut-être des sujets un petit peu plus pointus, mais au final, ça reste comment bien gérer la cybersécurité en entreprise. C'est un peu ça l'approche de la conférence en tant que telle. Et les responsables de sécurité de ces entreprises-là ils donnent des présentations et sont sur des panels et vont expliquer comment bien gérer la sécurité, c'est quoi les challenges, les difficultés. Et dans l'expérience utilisateur en général, la sécurité, c'est le grand inconnu, c'est le truc qu'on n'aborde pas, qu'on se dit « Ah ben non, mais c'est comme ça, c'est toujours été comme ça, il faut que ça reste comme ça, parce que les gars de sécurité, ils veulent que ce soit comme ça. » Fait qu'on en discute vraiment jamais. Jamais, puis c'est un peu pour ça qu'on veut inviter la communauté du UX à venir au Hackfest 11 et 12 11 et 12 octobre après le Polar. Ouais. Hackfest, c'est pas juste des conférences de cybersécurité. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. C'est vraiment un happening. Il y a on appelle ça des villages, mais c'est des salles dédiées à des sujets, à des ateliers spécifiques. Il y en a une dizaine, autant ouvrir des serrures, de parler des contrôles industriels électroniques pour pour contrôler des barrages hydroélectriques, des portes de prison, il y a toutes ces affaires-là. Il y a des jeux de hacking, il y a des concours pour des personnes sur un stage qui vont faire des appels téléphoniques à de vraies entreprises pour tirer l'information sensible. C'est un happening qui est tellement grand que n'importe qui peut se présenter là juste pour comprendre c'est quoi le concept. Évidemment, vous ne sortirez pas de là expert, mais vous allez être sensibilisé à toutes les approches de sécurité. Fait qu'on a des présentations très haut niveau sur des sujets de la santé mentale, l'AI, mais il y en a aussi sur des sujets très spécifiques, d'une attaque, comment faire telle chose dans le code. Peut-être celle-là vous intéressera moins, mais le reste, tout le monde doit savoir comment la cybersécurité, comment ça fonctionne, la sécurité en général. Mais là, un des maillons manquants, c'est le UX, puis les équipes de produits qui définissent comment que le produit va fonctionner en entreprise. Ouais. Je le vis quotidiennement, même dans mon emploi aujourd'hui et avant. Ceux qui décident du produit et qui designent le produit et l'interface du produit ne sont pas des experts sécurité, fraude, vie privée. Et ils designent des produits qui doivent prendre en considération la fraude, la sécurité et la vie privée. Puis je pense qu'on a un disconnect complet là-dedans dans nos communautés, puis il faut corriger le tir. Parce qu'au final, si je te dis développe-moi un visuel, un workflow pour une application, pour faire une authentification à une application, mais par défaut, authentification, c'est de la sécurité.
Ouais, si tu n'as aucune expérience sécurité, puis tu fais un UX d'une feature sécurité, et ça ne marche pas, là. Il y a un disconnect. Fait que là, cette demande d'interface-là s'en va aux développeurs, aux ingénieurs, puis eux vont le faire basé sur ce que la personne qui techniquement n'avait aucune expérience en sécurité leur dit de faire. Fait que là, on se retrouve avec des vulnérabilités, pas juste des vulnérabilités dans le code, des vulnérabilités du design, la manière que ça fonctionne, le flow des données, le flow du processus en tant que tel. Puis ça, on en voit là, de plus en plus. Puis ça devient un des problèmes de sécurité les plus grands parce que c'est des problèmes de sécurité au niveau conceptuel qui est business logic. Ouais. Pour tester la sécurité de la business logic, tu ne peux pas avoir un logiciel qui pèse un bouton et qui va le faire. Tu es obligé d'avoir un humain qui comprend le concept et qui a un mindset hacker, fraudeur un peu, pour contourner la logique. Mais il faut que ce mindset-là, ces tests-là, soient au début au UX. Là. Ouais. Et donc, c'est un autre gros bloc complètement négligé dont on parle très rarement. On parle beaucoup d'accessibilité bien maintenant. On parle beaucoup d'éco-conception aussi depuis un petit bout de temps. Oui. Mais on ne parle pas de l'aspect sécurité, puis ça mine nos projets aussi parce que si on n'en tient pas compte, ben, on se retrouve avec des trucs qui ne sont pas toujours évidents pour les utilisateurs en fin de parcours, puis on se dit « Ah, on a dû se fier à nos développeurs, puis on dit que c'était comme ça. » Puis j'ai l'impression que, par exemple, quand on a regardé tu te rappelles le lien magique de Slack là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a 2-3 ans, puis c'était intéressant, tout le monde s'est dit « Wow, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Ça semble une méthode tellement plus simple pour récupérer un mot de passe. » Ben, il a dû y avoir des négociations, justement, en amont, justement, avec les gens de sécurité. C'est-tu faisable? Est-ce qu'on peut négocier puis pousser un peu l'enveloppe de cette partie-là, mais très, très tôt dans le processus? Ça a permis de faire ça, là, j'imagine. Oui, tout à fait. Tout ce qui est les password link, les magic link, les passwordless aujourd'hui, qui est une approche sans mot de passe, parce que le mot de passe, il faut le dire, là, c'est plus bon, ça fait longtemps, mais le marché, il faut qu'il s'adapte avec une nouvelle technologie, évidemment. Mais même plus que ça, je vois des logiciels, juste pour donner un exemple, la majorité des grandes entreprises qui ont des logiciels ont du support informatique. Tu as une ligne pour appeler pour support, pour t'aider avec ton logiciel, puis les agents de support utilisent un logiciel interne, une plateforme administrative avec des droits très élevés en accès. Là. Ces plateformes-là sont très, très, très vulnérables généralement parce que le design, c'est un logiciel interne, on s'en fout, c'est pas grave. Mais la réalité est tout autre parce que les agents, c'est l'endroit numéro 1 pour faire des attaques informatiques. Ils ont tous les droits, ils ont peu de connaissances. Et si le logiciel ne les restreint pas comme il faut et que le UX leur permet de faire tout ce qu'ils veulent, c'est game over. Puis souvent, l'exemple classique, là, c'est, admettons, t'appelles, tu dis t'es qui, tu sais, au téléphone, qu'on appelle la compagnie de téléphone ou autre, ils vont demander tes infos personnelles pour t'authentifier téléphoniquement. Exact. Généralement, il y a un champ dans leur interface qui dit demander le nom, tu mets le nom, puis là, ça débloque l'accès au reste des informations. Si tu fais juste demander le nom, ben n'importe qui peut appeler puis demander le nom puis se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ils vont demander peut-être la date de naissance, l'adresse, une couple de choses comme ça. Mais souvent, cette plateforme-là n'aura pas une authentification, une autorisation assez intense pour dire l'agent de support va avoir seulement accès avec les demandes juste à l'utilisateur au bout du téléphone. Par défaut, la majorité du monde qui vont designer ces applications-là vont dire, tu as un champ de recherche, puis tu cherches le nom que tu veux. Fait que tu as techniquement accès à la base de données au complet. Puis quand la personne t'appelle, tu marques le nom, puis tu tombes dans le profil de la bonne personne. Mais ça veut dire qu'un agent malicieux ou un agent qui a été compromis, il fait un select étoile, puis il a accès à tout. Là. Il fait un select tous les employés, tous les clients, exporte. Et là, c'est une brèche monumentale. Qui vient de quoi? Qui vient du workflow, techniquement, de l'expérience utilisateur initiale. Là. Parce que la fraude et la sécurité n'ont pas été pensées. Ouais. Puis aussi, le concept vie privée, est-ce que tu as nécessairement besoin des données que tu recueilles? Pour faire ta fonctionnalité, si tu as besoin de la donnée AB, puis tu demandes ABCD, bien ton CD, c'est des données de trop que tu mets à risque ton organisation s'il y a un vol de données. Pourquoi sauvegarder des données que tu n'as pas besoin? Évidemment, souvent, il y a de la revente d'informations et tout, mais l'utilisateur ne le sait pas. Fait que là, tu tombes dans le légal, puis ça va un peu plus loin. Et pas pour être plate, mais si on regarde la majorité des firmes de développement au Québec et ailleurs,
il y en a presque, si c'est pas 0, c'est proche de 0, qui ont quelqu'un en sécurité dans leur organisation. Fait que les grandes firmes qui développent des logiciels autant mobiles que web, on les regarde de notre côté sécurité, vie privée, ben, ils sont très vulnérables. Mais eux livrent des logiciels à quelqu'un d'autre. Fait que, ça devient compliqué. Là. Donc, ça devient super intéressant, effectivement, d'être présent à Hackfest en novembre. PolarCon aussi, j'imagine, pour un gestionnaire ou quelqu'un qui s'occupe des équipes de design, pourquoi pas être là aussi, puis venir assister, puis prendre des connaissances aussi à ce niveau-là. Prendre des connaissances, puis créer votre réseau de contacts en sécurité. Il y a beaucoup de monde, il y en a qui peuvent coûter cher, d'autres qui coûtent moins cher, il y en a qui vous vendent des logiciels, d'autres qui vous vendent des conseils. Comprendre cette communauté-là, ça peut être intéressant. Puis la communauté du Hackfest, oui, c'est l'événement, mais c'est une communauté. Là. On a un Discord à presque 5000 personnes, 1 millier d'actifs par jour. Si vous avez des questions et autres, rendez-vous là-dessus. Là. C'est discord.hackfest.ca. C'est vraiment super ouvert. Fait que, vous dites, ah ouais, je veux développer un truc, puis je suis pas certain des implications. Vous allez là-dessus, vous le demandez. Tout le monde va jumper sur la question, ça va être super le fun. C'est un peu ça qu'on veut faire au Hackfest. Mais ça a l'air assez ouvert à tel point qu'un Indigo, le responsable de la sécurité, vient de faire une conférence pour dire lui-même qu'est-ce qu'il a vécu. C'est quand même qu'on est dans une communauté ouverte d'esprit pour dire, ben, gars, j'ai fait un gros fail, comme disent les plus jeunes, mais je l'admets et voici ce qu'on a appris de cette expérience-là. Là. Sinon, on s'améliore jamais non plus. Là. C'est en plein ça. Puis ça, c'est un des points qu'on discute beaucoup dans le podcast du Hackfest puis dans la communauté, c'est la transparence. Les entreprises qui se font pirater, là, c'est pas grave, vous pouvez l'admettre. Puis le point de l'admettre, c'est de le dire à l'autre entreprise à côté que peut-être qu'ils sont en train de faire la même erreur et ils ne le savent pas. Fait que de partager ces expériences-là, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Puis c'est pas mal d'en parler. Hein. La personne n'est pas moins bonne parce que c'est arrivé. Je parle de ça là demain matin, ça se peut que ça m'arrive aussi. Hein. C'est personne qui est 100% parfait là-dedans. Mais l'expérience, la complexité de ça, c'est organisationnel. Parce que souvent, les dirigeants d'entreprise ne comprennent pas ce danger-là ou le besoin. Puis s'ils le comprennent, ils vont peut-être mettre un budget de 1% de ce qu'ils sont posés de mettre. Ouais. Et pour un dernier mot, la sécurité informatique, le vrai challenge aujourd'hui, c'est qu'il faut que ça soit accessible et facile à tous d'utilisation. Pour vous donner un exemple, là, le deuxième facteur d'authentification, tu t'enregistres, tu scannes un code QR, tu mets ça dans ton petite application cellulaire. Là, tu as un code qui arrive, tu dis oui quand tu t'authentifies. Ouais. Demandez à vos parents d'aller installer ça sans aide. Dis, tu as 5 minutes pour faire ça. Impossible. L'expérience utilisateur de la sécurité est déficiente énormément. Puis c'est le prochain challenge des startups en cybersécurité. Ce n'est pas juste de créer un logiciel pour détecter ou faire de la sécurité. C'est de mettre en place une mesure de sécurité qui est facile d'utilisation pour tout le monde. C'est qui peut faire ça comme il faut? Ben, c'est la communauté, c'est vous autres. Fait qu'il faut qu'on se parle réellement, c'est ça. Ouais. C'est super intéressant. Ben donc, on se retrouve au PolarCon le 10 octobre 2024. 10 octobre, et exact. Après ça, Hackfest du 7 au 10. 7 au 12 même, non? Ben, en fait, on a des formations du 7 au 10. Puis l'événement conférence, atelier, village, c'est le 11 et 12. Ouais. Parfait. OK. Donc, on se retrouve là. Puis, j'invite tout le monde aussi à écouter sécurité.fm, qui est votre podcast. Oui, puis on vient de sortir un épisode super le fun. Le podcast, c'est la French Connection sur sécurité.fm. Puis, un des derniers épisodes, c'est sur les problèmes d'enseignement de la cybersécurité dans les universités. Vous irez voir ça. Ça brasse. Puis, il y a un prochain épisode qui va sortir que c'est un peu le bon côté de la médaille avec les professeurs qui nous expliquent comment ils font ça. Fait que, il y a l'épisode des problèmes puis l'épisode des solutions. Bons côtés. Ouais. Fait que, allez voir ça. Je pense que, comme je te dis, on brasse la cage un peu, bouge le statu quo, puis on essaie d'améliorer les choses. Il faut. Patrick, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Yes, merci beaucoup. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités, merci à mes collègues, Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et puis à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.